bonsoir à tous, plutôt. Je vous remercie d'être présents, hein, les étudiants, les doctorants et puis les collègues, pour accueillir ce soir la conférence du professeur Fernando Meneses. Donc je le présenterai rapidement. Donc Fernando Meneses est professeur de droit à l'Université de Sao Paulo et directeur administratif de la Fondation Appui à la recherche de l'État de Sao Paulo. Alors il est bien sûr, dans le cadre de sa activité scientifique, l'auteur de plusieurs ouvrages en droit public, notamment sur la formation de la théorie du droit administratif au Brésil, les contrats administratifs, la responsabilité civile de l'État et la liberté de réunion. Alors Fernando Meneses connaît bien l'Université Jean Monnet Saint-Étienne, connaît bien la région et la France en général, notamment parce qu'il dirige le programme PITES, Partenariat international triangulaire d'enseignement supérieur, à l'Université de Sao Paulo, qui consiste, on le sait, en une double licence de droit brésilien et français. Alors, la faculté de droit de l'UJM est membre de ce programme, au même titre, je crois que la faculté de droit de Lyon 3 aussi accueille chaque année plusieurs enseignants, chercheurs de la faculté de droit de l'UJM ici. Et dans sa carrière, il a aussi exercé de nombreuses fonctions administratives au sein de la faculté de droit de l'Université de Sao Paulo. Alors, Fernando Meneses est actuellement parmi nous dans le cadre du dispositif professeur invité qui est proposé par l'UJM. Donc, ça consiste ici à financer tous les ans, comme ça, environ une vingtaine, une trentaine de séjours de professeurs installés dans une université étrangère, et ce, vraiment en toute discipline. Donc, l'UJM, comme ça, on accueille entre 20 et 30, ça dépend combien de temps ils peuvent rester, entre une semaine, c'est un petit peu court, c'est dommage, jusqu'à peu près 3 mois. Donc ça permet en fait, avec les laboratoires, d'accueillir dans des conditions favorables des chercheurs installés dans des universités étrangères, le plus souvent de nationalité étrangère, afin de développer des partenariats ici de recherche entre les laboratoires ici. Et c'est donc à ce titre que nous accueillons, à l'initiative du professeur Nicolas Gabayet, donc Fernando Meneses, et nous accueillons aussi en même temps, à l'initiative de Mouna Moussif Pungash, le professeur Florian Martin Barreto, qui lui nous vient de l'université d'Ottawa, ici. On prie d'excuser l'absence ce soir, en tout cas physiquement, du professeur Nicolas Gabayet, mais qui est présent ici avec nous à distance. Et donc, lors de son court séjour, le professeur Meneses renoue des relations, qui avec le doyen, qui avec des chercheurs ici, et donc nous fait le plaisir et l'honneur de donner plusieurs conférences. Je crois qu'il y en a une qui a été donnée hier pour les étudiants du master du droit public, sur le droit administratif brésilien, je crois, une perspective historique comparée franco-brésilienne. Et donc une seconde conférence ce soir, si j'ai bien noté le titre, sur la politique publique de discrimination positive au Brésil, je suppose, ici. Et donc ça permettra ensuite de nourrir un débat, et donc je vous laisse immédiatement la parole. Merci beaucoup, cher professeur Étienne Cornoux, mon ami responsable pour cette invitation que je vois maintenant par la vidéo, Nicolas Gabayet. Je vous remercie, vous présents et vous qui nous accompagnez par la vidéo. Je suis très heureux d'être encore une fois à l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne, au CERCRID. J'ai eu déjà une autre opportunité comme celle-ci de participer aux activités du CERCRID, avoir cette opportunité d'échanger avec vous. C'est vrai, c'est proposé comme une conférence, j'espère la faire, mais je vois que le plus important, c'est les échanges, quelques idées que d'abord je vous présenterai peuvent provoquer après. Alors, s'il vous plaît, soyez à l'aise pour m'interrompre, me poser une question, provoquer un vrai débat. Je vous remercie pour ces références. C'est vrai que ce partenariat, spécialement ce partenariat pour le double diplôme, Université de Saint-Étienne et Lyon 2 et 3, avec l'Université de São Paulo, fête maintenant son 10e anniversaire. C'est un partenariat très bien établi, consolidé, et au-delà des enseignements
sont à la base de cette initiative. C'est un double diplôme pour la licence et maintenant aussi pour le master des étudiants de l'Université de São Paulo. Ça nous permet aussi de créer un très important réseau de contact entre nous-mêmes, des enseignants-chercheurs, même des étudiants qui viennent ici. Ce double diplôme se passe avec une mobilité enseignante, vous la connaissez très bien, à São Paulo, mais c'est ouvert aussi pour la mobilité de quelques étudiants ici. Probablement, vous trouverez des étudiants du Brésil parmi vous, soit dans des cours de master, soit pour la licence. Alors, c'est très riche ce que nous avons comme échange scientifique, et c'est très vivant, le contact personnel entre nous, j'en suis très heureux. Le thème que Nicolas m'a proposé pour aujourd'hui, on l'avait discuté une fois au Brésil. Et il l'a trouvé intéressant. On le discutait pendant on déjeunait, quelque chose informel. Mais il l'a trouvé intéressant pour un débat un peu plus approfondi. Probablement, vous pouvez me corriger, parce que c'est une perspective bien différente de la perspective française du traitement du thème des légalités. Et au Brésil, c'est dont je vous parlerai tout de suite, ce thème a vécu un changement bien intense récemment. Je dirais pendant ce siècle. Les choses sont changées très rapidement cette dernière vingtaine d'années. Je parlerai un peu en général de la question d'égalité, mais aussi je ciblerai plus spécialement la question ethnique et la discrimination positive envers la question raciale au Brésil. Mais pour y arriver, je ferai dans une première partie quelques observations générales sur l'histoire du Brésil et particulièrement sur l'histoire de l'esclavage au Brésil. Après, je passerai dans une seconde partie pour une analyse plutôt juridique, contemporaine, soit du point de vue de loi, soit du point de vue de la confirmation par le judiciaire, par la Cour suprême notamment, de la constitutionnalité de ces lois. Alors, pour parler de l'histoire du Brésil, je ne répéterai pas ce qu'on a discuté hier, mais quelques éléments forcément sont les mêmes. Le Brésil, comme colonie de Portugal, existe depuis 1500, comme pays indépendant depuis 1822. Dans des circonstances très particulières parce que, comme nous l'avons évoqué hier, cette indépendance, c'est en même temps une espèce de continuité des élites gouvernantes du pays, parce que c'est une indépendance menée par le fils du roi du Portugal, en accord avec son père. Mais dans le contexte de disputes internes au Portugal, le prince portugais est devenu le premier empereur du Brésil et quelques années après est rentré au Portugal pour prendre la couronne portugaise et devenir le roi du Portugal. Il a laissé son fils comme le
II et dernier empereur du Brésil jusqu'à 1889. Toute la période coloniale et la période de l'Empire du Brésil a adopté un système juridiquement reconnu d'esclavage. La fin de l'esclavage au Brésil date d'un an, c'est l'année précédente à la fin de l'Empire, c'est-à-dire 1888. C'est le pays, bon, dans le contexte américain, dans le contexte de l'Occident, qui a plus tardivement décidé d'éliminer ce système d'esclaves. Bon. L'histoire coloniale est une histoire d'exploitation de richesses naturelles de la colonie, non d'un essai d'organisation d'une civilisation européenne en Amérique. C'est un contraste évident avec la colonisation espagnole dans les pays voisins. Les Espagnols, bon, je ne vais pas approfondir les arguments pour cela, mais ce sont quelques éléments symboliques de cette différence. Les Espagnols, par exemple, ont choisi toujours de construire des villes éloignées de la mer, comme qui pour rompre le contact du parcours de retour en Europe. Il y avait un trafic en continu de navires et de gens qui venaient et qui partaient, mais l'idée était d'organiser une civilisation à l'espagnol dans les continents. Très rapidement, ils ont créé, par exemple, des universités. L'université à Lima, Pérou, l'université au Mexique, par exemple, date des années 1500. Ils ont créé des maisons d'édition des livres en Amérique. Ils ont créé un type d'industrie locale de la production de nécessaire de personnes sur place. Par contre, le Portugal a adopté un modèle d'occupation du littoral, a cherché, bon, ce sont des mouvements successifs de richesses naturelles faciles à exporter vers Portugal. Tout d'abord, une richesse, c'est le bois qui porte le nom du Brésil pour la coloration de vêtements, pas au Brésil, bois Brésil, couleur de feu, brase, comme le bois qui prend feu. Après la canne à sucre, après la découverte de richesses minérales, et successivement, a empêché toujours l'existence des universités au Brésil. La première université, disons, sans le nom université, c'est la faculté de droit de l'Université de São Paulo, qui s'appelle l'Université de São Paulo aujourd'hui, créée en 1827. Le Brésil déjà indépendant. L'industrie locale, etc. Tout plus récent. Et dans ce contexte d'exploitation maximale de richesses naturelles, un premier mouvement d'exploitation maximale des richesses naturelles, sans compter avec la force d'une population originaire du Portugal, qui s'y déménagerait au Brésil. Un premier essai a été de compter sur la force du travail des populations autochtones.
par des raisons relatives à la philosophie de vie de ces populations, aux mœurs de ces populations, aux habitudes sociales de ces populations, a toujours été très difficile de le faire travailler comme des esclaves, de travail forcé. Rapidement, ce mouvement a changé vers les esclaves de l'Afrique noire. Et le Brésil a été, les États-Unis aussi. C'est vrai que les Antilles, et ça touche la France, toute l'occupation de l'Amérique a été faite avec le travail esclave de l'Afrique noire. Mais énormément, ce phénomène est plus intense au Brésil. La circulation, le commerce, comme il était dit à l'époque, de esclaves à ce moment-là, a atteint des chiffres énormément hauts pendant des décennies durant la période de la colonie. Le Brésil a été peuplé notamment avec des esclaves de l'Afrique noire et de différentes régions. Je n'ai pas l'intention de parler de l'esclavage et de cette perspective historique, mais pour vous donner quelques éléments de la cruauté de ce mouvement. C'est évident, percé, mais il avait même tout un système de, quand les gens arrivaient au Brésil, les noyaux familiaux étaient dispersés et les différents groupes ethniques étaient dispersés pour éviter des mouvements de force entre ces gens-là, pour créer même de mouvements de rivalité, parce qu'il y avait de grandes rivalités entre ces populations originaires de différentes parties de l'Afrique. C'est vrai qu'il y avait dans l'Afrique aussi un grand mouvement, en harmonie avec cet achat d'êtres humains par les Européens, qui étaient des mouvements entre le peuple africain de attraper les uns les autres comme des esclaves. Bon, c'est l'histoire que vous la connaissez, mais le résultat est une tragédie humaine au Brésil pendant quelques siècles. Pendant l'Empire, la population d'esclaves était au Brésil plus haute que la population de gens libres. La formation de la société brésilienne aujourd'hui garde encore quelques proportions avec ses origines. Je vous passerai de chiffres d'actualité, mais c'est là pour vous donner une vision historique du phénomène. Pendant le temps de l'Empire, le Brésil indépendant, on a successivement commencé à réduire ces mouvements. Par des questions humanitaires, c'est vrai, mais les vraies raisons étaient des raisons économiques. Et des intérêts internationaux. L'Angleterre, par exemple, a fait une grande pression contre le trafic humain à ce moment-là. Et le Brésil a successivement adopté des lois pour éliminer la circulation par l'Atlantique de ce type de commerce d'êtres humains. Après, a tardé à éliminer le principe qui est connu comme partus sector ventrem, c'est-à-dire le nouveau-né porte le même titre juridique de sa mère. Le fils d'une esclave est esclave.
Ce principe a été important au Brésil parce qu'il avait... C'était très fréquent la situation d'un fils d'un seigneur libre avec une esclave. Pas l'inverse. Pas la femme libre avec un homme esclave. Mais c'était très fréquent cette situation. Alors la règle du ventre garantissait la continuité de cet esclavage. J'ai eu des informations historiques de la non-adoption de cette règle par la France aux Antilles, par exemple. Je suis basé maintenant dans une thèse de doctorat d'un collègue de l'Université de São Paulo, et c'est une citation historique d'un auteur français sur l'histoire générale des Antilles, habitée par les François, Jean-Baptiste de Tertre, des années 1600. C'est une logique disons, plutôt morale, mais certainement il y a des éléments économiques particuliers. Mais la citation, c'est pourquoi ils ne sont point à rester à cet axiome de droit, le français des Antilles, qui rend l'enfant de la condition de la mère, que l'enfant parte au secte venten, et ils les ont déclarés libres pour punir le péché de leur père, comme c'était une question morale, la justificative. C'est vrai qu'il avait même une vision d'un préjugé très fort. Le type d'argument, c'est évidemment offensif pour nous aujourd'hui, mais c'est la réalité de l'époque. Même le nom qui était utilisé pour ces enfants, mulek, ce qui correspond au portugais mulato, l'explication historique faisant sans doute allusion au mulek, parce que ces pauvres enfants sont engendrés d'un blanc et d'une noire, comme les mulets. Elles ont produit de deux animaux de différentes espèces. Vous voyez la cruauté de ce type d'argument. Et l'esclavage au Brésil a continué longtemps, même sans les trafics de nouveaux esclaves, en raison de ces enfants. Ou même, naturellement, des enfants entre deux esclaves. Bon, après, d'autres lois pour faire la liberté de plus âgés, successivement jusqu'à une décision du gouvernement impérial de finir l'esclavage en 1888. 1888, c'est la libération, la fin de l'esclavage, sans aucune politique de l'État brésilien pour soutenir cette population. Alors que c'est quand même sur un esclave qui n'a rien, un traité de chef vous avez dit, et ces gens, naturellement, ont resté dans les propriétés, notamment de propriétés, de propriétés rurales de leurs anciens propriétaires à eux, esclaves, ou sont allés aux villes, à l'ambiance urbaine, pour trouver des occupations très mal rémunérées. Une chance de progression rapide dans la société brésilienne. Même si le Brésil n'a jamais eu de loi de discrimination. Différemment des États-Unis, ou pire encore de l'Afrique du Sud, le Brésil n'a jamais eu de loi pour faire la discrimination entre un noir et un blanc. Mais c'est une situation qui, la société, jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore résolue. Je m'arrête pour ces informations historiques sur l'esclavage. Je passe maintenant pour quelques considérations sur les caractéristiques socio-économiques du Brésil actuel. Le Brésil est un énorme pays, comme vous le savez. Pour vous donner une indication précise de la dimension, la France ici, la partie européenne de la France correspond à 6%
Brésil. Mais le Brésil a une population de 120 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'il y a de grands vides dans le Brésil. C'est compréhensible, l'Amazonie, le Pantanal, d'autres parties de nature encore préservées, moins qu'on l'aimerait, mais je dirais encore préservées. Et le Brésil a des énormes inégalités dans sa propre organisation géopolitique. Je viens de l'État de São Paulo. L'État de São Paulo, vous le savez, c'est au sud du Brésil, centre-sud, disons sud-est du Brésil. L'État de São Paulo, en termes de territoire, c'est la moitié de la France. Des 150 000 km², c'est-à-dire 3% du Brésil. Mais l'État de São Paulo, comme État fédéré, est complètement différent, une réalité complètement différente des autres États, quelques-uns plus proches. Mais c'est une concentration absurde. C'est 2/3 du PIB du Brésil. C'est presque 2/3 aussi de la production scientifique du Brésil. Sa capitale, la capitale de l'État fédéré, São Paulo, qui s'appelle aussi São Paulo, est une énorme mégalopole qui concentre aussi le pouvoir économique. On en a parlé hier. Le budget du Brésil, naturellement, c'est le premier budget public. Le deuxième, c'est l'État de São Paulo. Le troisième, c'est la capitale. C'est la ville de São Paulo. Plus important que le budget de n'importe quel autre État fédéré. Le Brésil a ses inégalités. Mais quand on voit dans chaque État la composition économique de la société, c'est aussi des énormes inégalités qu'on trouve partout. Une partie riche de la population concentre énormément de richesse. Et autour de ces inégalités, il y a évidemment une superposition avec la question ethnique, où on trouve les plus pauvres par les critères officiels de l'Institut qui fait des enquêtes sur des statistiques de géographie humaine au Brésil. Dans tous les États de la Fédération, c'est les doubles. Dans les extraits de plus pauvres, c'est toujours le double de la participation de la population noire. Et dans les extraits le plus riches, c'est l'inverse. Il y a toujours cette superposition entre la question raciale et la question économique. La distribution de la population noire au Brésil est variée aussi selon la géographie. Par exemple, dans la région sud du Brésil, sud c'est-à-dire les 3 États du sud, je ne sais pas si vous le connaissez par nom, mais c'est Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, qui font la partie sud du Brésil, proche de l'Argentine, Uruguay. La population noire, c'est... noire, je veux dire... après, je vous expliquerai cette terminologie. Il y a le noir, tout à fait... Une traduction de ce qu'en portugais c'est preto. Il y a pardos. Pardos, c'est ce... quel serait le bon mot en français pour le dire, qui ont ce type de mélange blanc-noir, métis. Parce que naturellement, on doit éviter le mot mulato en portugais ou l'équivalent en français. Métis, c'est pardo. Je parle ensemble, pardo et noir.
mais c'est 25% au sud. Mais c'est l'inverse au nord. C'est 70-75%. Au nord-est, nord c'est-à-dire Amazonie. Nord-est, c'est le littoral nord du Brésil. C'est 70 aussi. Sud-est, au São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, c'est 40%. À Minas Gerais, c'est plus. À São Paulo, c'est moins. C'est 35%. La participation de la population noire. Cela accompagne aussi la distribution économique géopolitique du Brésil. Dans des États plus riches, moins de population noire. Mais toujours, partout, on trouve cette coïncidence de pauvreté et population noire. Naturellement, avec des exceptions. Je parle de ces statistiques. Alors, je passe à quelques arguments de droit et de droit positif. On parle au Brésil, du point de vue de la Constitution, des éléments qui sont directement inspirés dans un constitutionnalisme à la française. Toutes les constitutions brésiliennes, même dans des époques autoritaires, ont gardé des références à une vision, je dirais, française de l'état de droit. Une notion de légalité proche de la notion française. Une notion de égalité aussi proche de la notion française. Hier, on a parlé des institutions d'État, je ne le répéterai pas, mais ces éléments de base d'une notion de l'état de droit. Les mêmes idées de quelques phrases sont presque de répétition de phrases classiques qu'on trouve à la déclaration de 1789 et ça. Et à l'Académie, les constitutionnalistes au Brésil, facilement on reconnaît l'idée d'égalité, soit l'égalité directement énoncée à la Constitution, soit l'égalité qu'on comprend par le sens matériel de la légalité. Par exemple, la Constitution, dans l'article 5, qui est le principal article sur les droits fondamentaux, commence le texte de cet article par dire « Tous sont égaux devant la loi. Todos são iguais perante a lei. » C'est l'affirmation de la légalité au sens matériel. La loi formelle, la loi, vous connaissez comme le sens formel de la loi, doit respecter la égalité, l'égalité des individus. Aussi, la Constitution, avant cet article, l'article 3, affirme comme des objectifs fondamentaux de la République fédérative du Brésil construire une société libre, juste et solidaire, garantir le développement national, éliminer la pauvreté, la marginalisation, réduire les inégalités sociaux et régionaux, promouvoir le bien commun, le bien de tous, sans préjugés d'origine, de race, de sexe, de couleur, d'âge,
ou n'importe quelle autre forme de discrimination. Alors, les 4 objectifs fondamentaux de la République brésilienne font référence à une idée de égalité. Mais vous voyez que ce sont toujours des mouvements qui vont au-delà de l'affirmation autre que je viens de faire sur l'égalité devant la loi, parce que ces autres règles exigent un mouvement pour éliminer les différences. Et ces objectifs portent évidemment une relation avec l'histoire du Brésil, avec le principal problème, que je dirais, du pays, du point de vue de la société brésilienne, qui sont les inégalités. Tout ce qui est difficulté pour nous de faire le pays avancer, de problèmes, par exemple, de développement économique, si vous voulez, pour le faire simple, ont de racines aux inégalités. Parce que c'est le différent accès à un service public de qualité d'enseignement, en différent accès à un service public de santé de qualité, de différents accès à d'autres types de droits qui sont de base pour le développement humain. Alors, jusqu'à récemment, je passe par la dernière sous-partie de ce que je préparais pour vous présenter. On a vécu au Brésil un mouvement politique très fort, très évident, et qui a provoqué presque l'unanimité de la société. Il y a quelques silences qui sont révélateurs d'une discordance, mais il n'a pas pratiquement de voix contre. C'est un mouvement de discrimination positive. On dit en portugais, la traduction de ce qui est plus typique en anglais, affirmative action, ações affirmatives. Et chez nous, ça veut dire principalement les critères ethniques, les critères de race. D'abord, je fais une parenthèse sur l'utilisation de mots. Quand je parle race, c'est toujours inquiétant pour moi parce que je sais naturellement que ce n'est pas une question scientifique de race. Mais c'est les mots que le droit utilise et c'est les mots qui c'est compréhensible d'utiliser pour ne pas cacher la question du racisme. Alors, l'évocation du racisme prend en compte la perspective de ceux qui sont racistes et qui font un raisonnement autour de la notion de race. Et la Constitution a toute une construction pour combattre le racisme au Brésil. Le racisme est considéré, et c'est une de deux uniques exceptions, un crime imprescriptible au Brésil. Si grave est la situation autour de la question de race. C'est prévu à la Constitution. Inafiançable et imprescriptible. L'autre, c'est le terrorisme. Mais racisme au Brésil veut dire notamment racisme contre la population noire. Bon, ce sont de parenthèses dans les parenthèses. La Cour suprême est en train d'élargir un peu ce sens de racisme. Elle a déjà décidé que l'antisémitisme est aussi racisme. Et elle a déjà décidé, mais c'est un peu mou, c'est moins solide comme jurisprudence, qui la discrimination par raison la discrimination par raison d'option sexuelle ou de genre est aussi racisme. C'est que pose des questions parce que évidemment je crois que
le droit doit punir ce type de discrimination. Mais élargir un concept de droit pénal constitutionnalisé pour dire, par une certaine analogie, n'importe quelle discrimination, c'est racisme, on peut fort comme, disons, technique de droit pénal. La Cour suprême au Brésil, quelquefois, a de mouvements un peu originaux. Mais on va voir encore si cela se consolide. Mais racisme contre les Noirs, c'est évidemment le noyau de significat, de sens fort du mot racisme. Encore pour une parenthèse de terminologie. Je sais qu'en France, on utilise le mot noir et on n'utilise pas le mot nègre. Dans un sens, sauf dans un sens qui porte une grave offense. Mais au Brésil, en portugais, on dit negro et on dit preto sans problème. Et dans la culture de la société brésilienne, il y a des sens propres pour ces mots. Pour vous porter une expérience personnelle, je vous en parlerai tout de suite de quotas aux universités. Mais quand l'université de São Paulo a commencé ces systèmes de quotas, 2 ou 3 ans après, il y a eu de dénonciations de fraude, de gens qui se disaient noirs et qui ne l'étaient pas. Alors, le doyen, au moins à la fac de droit, a organisé une petite commission d'enquête, disons, c'est pas le mot exact pour le dire au sens de l'université, mais une petite commission pour faire la vérification de ces fraudes. Et moi, j'étais le président de cette commission. Une situation un peu délicate. Mon premier mouvement a été appelé le groupe d'étudiants qui ont organisé ils avaient fait des enquêtes par leurs propres éléments. Ils ont trouvé des potentielles fraudes. Ils ont posé la question aux doyens. J'ai invité ces étudiants à parler avec moi. Je leur ai demandé, tout franchement, pour éviter des problèmes avec la communication, qu'est-ce que vous comprenez qu'on doit dire et comment on doit dire? Parce que je vous garantis que je n'ai aucun moi-même préjudice, mais c'était toute une discussion sur les expressions dans les règles de l'université. Et là, c'est dit noir et c'est dit nègre. Negros et pretos. Negros, pardos, pretos. Pardos, métis, pretos. Et la conclusion, c'est cette conclusion que le sociologue du mouvement antidiscrimination propose, et l'université l'a accepté, considère que negro, c'est une référence culturelle. Negro au Brésil veut dire des origines de l'Afrique subsaharienne, indépendamment d'une question génétique. C'est une question culturelle. C'est l'histoire des esclaves du Brésil. Preto, c'est le phénotype. Ce sont des éléments visuels de l'individu, notamment couleur de la peau, mais aussi chevaux, de certains traits de visage, caractéristiques d'un phénotype. Alors, c'est que ces règles qui ont été potentiellement objet de fraude voulaient dire que pour se bénéficier de ce type de quota, il faut simultanément être negro et preto, ou pardo. Cela veut dire que quelques populations qui ont un phénotype noir, par exemple de l'Asie, ne remplissent pas l'élément nègre. Alors, je ferme la parenthèse. Ces mouvements dont je parlais de ces dernières années, c'est un mouvement de reconnaître
les différences et argumenter avec la constitution brésilienne pour des actions positives de l'administration pour faire éliminer ces différences. Une première loi dans ce sens a été adoptée au Brésil en 2012. Et c'est une loi pour l'accès aux universités du Brésil. Les universités au Brésil ont un statut d'autonomie, un fort statut d'autonomie. Mais les universités fédérales suivent directement les règles du ministère au niveau national. Il y a des universités privées qui ont un statut d'université, c'est différent d'ici de la France. Il y a des universités des États fédérés, pas si fréquemment, mais c'est le cas typique de l'État de São Paulo. D'ailleurs, les 3 universités qui sont considérées les plus fortes du Brésil sont les 3 universités publiques de l'État de São Paulo, dont l'Université de São Paulo. Mais des universités, par exemple, mon université à São Paulo, a suivi la règle des universités fédérales, par sa propre décision, mais le même modèle. Alors, c'est que c'est une règle pour les universités fédérales, a rapidement été adoptée même par d'autres universités. C'est une règle qui garantit dans les procédures de sélection des places de au moins 50% de places pour les étudiants qui ont fait leur parcours dans le lycée, disons, pour dire l'équivalent ici en France, dans des écoles publiques. Là, c'est une superposition d'un autre critère qui n'est pas ethnique, mais dire faire sa formation dans une école publique au Brésil, c'est-à-dire faire partie de la population plus pauvre. Le Brésil a un système d'enseignement universel, mais la réalité, c'est que même la classe moyenne cherche l'enseignement privé. Et aux universités publiques, qui sont les universités de très haute qualité, c'est l'inverse. Parce qu'il y a des examens très stricts à l'entrée, et c'est les étudiants des écoles privées qui arrivent à entrer aux universités publiques. Avec des exceptions toujours, naturellement. Alors, les universités fédérales et les universités de l'État de São Paulo, par exemple, ont adopté depuis 2012 cette règle de garantir la moitié de ces places aux étudiants qui ont fait leurs études à l'école publique. Et dans cette moitié, la même proportion qu'on trouve de la population noire dans chaque État. Alors, c'est-à-dire, São Paulo, 37% de population noire. 37% dans cette moitié, c'est réservé aux Noirs. Alors, c'est des Noirs qui ont fait des écoles publiques, qui ont droit à ce type de quotas. Et les universités sont libres pour prévoir d'autres types de mécanismes. Par exemple, l'Université de São Paulo a trouvé une formule qui c'est, dans son examen, elle a un examen propre pour faire la sélection à l'entrée. Elle réserve un certain nombre de places pour la population noire, indépendamment de l'origine de l'école que le candidat a suivi. Et la moitié qui est réservée pour l'école publique est sélectionnée
hors de cet examen de l'Université de São Paulo. Il y a un type de baccalauréat au Brésil, c'est un examen national, pas d'utilisation obligatoire pour les universités, si pour les universités fédérales, mais pas pour tous les systèmes. Et l'Université de São Paulo, par sa propre décision, utilise l'examen national pour sélectionner les étudiants des écoles publiques, inclus les quotas pour le noir. Un peu après, une loi 2014 qui prévoit des quotas de 20% pour... là c'est une question ethnique purement. Pour la population noire, au concours pour la fonction publique. Pour n'importe quelle position dans la fonction publique. Sauf si le concours est fléché pour 3 places au moins. C'est que ce n'est pas souvent à l'université. L'université fait un concours pour recruter un professeur. Si c'est 3, 2 ou 1, il n'a pas de quota. 4, ça commence à appliquer le quota. Mais pour le grand concours de grand nombre de fonctionnaires publics, c'est déjà les quotas. Je ne vous l'ai pas dit, mais ces quotas bénéficient aussi les populations originelles du Brésil, les autochtones du Brésil. Mais en termes de proportion, c'est très peu par comparaison avec la question raciale. Aux États du Nord, c'est beaucoup plus fréquent. La participation de la population autochtone aux universités, aux services publics. Au sud, c'est difficile de trouver de candidats. Mais ça existe, ça existe. Mais je me concentre sur les thèmes de la population noire parce que c'est là que c'est la grande question. Quand ces lois ont été adoptées, la Cour suprême a été saisie pour valider par le contrôle de constitutionnalité et a confirmé la constitutionnalité de ces lois. Après, je peux vous indiquer les arrêts de référence, mais peut-être c'est intéressant de vous lire quelques arguments de ces arrêts. Bon, entre parenthèses, les arrêts de la Cour suprême au Brésil sont de vraies thèses de doctorat. Ils sont énormes, font des arguments de doctrine, font des arguments de droit comparé, pas forcément avec de bons critères, mais ils sont un peu l'érudition. Et les jugements à la Cour suprême sont publics. Les discussions sont ouvertes au public. Sont même télévisionnées en direct. Alors, avec tout mon respect à la Cour suprême et aux membres de la Cour suprême, je le respecte tout à fait, le système me semble pas du tout raisonnable. Parfois, ça devient vraiment un reality show. Et la population accompagne quelques jugements comme si c'était un match de foot. Mais, bon, c'est pas le thème de notre soirée, mais il y a des arguments parfois rhétoriques et des phrases de fait dans les arrêts de la Cour suprême. Bon, c'est pour dire... je vais essayer de trouver de phrases plus symboliques.
j'essaie de faire la traduction simultanée, des équiparations, des équalisations proposées par la politique d'action affirmative est en harmonie avec les principes d'isonomie. Elle a ses bases sur la nécessité de supérer le racisme structurel et institutionnel encore existant dans la société brésilienne. Là, c'est le mot-clé. C'est la reconnaissance d'un racisme qui n'est pas un racisme par la loi, n'est pas un racisme individu contre individu. Ça existe, mais ça dépend des individus, c'est pas si évident, mais c'est un racisme structurel. Les structures sociales ont comme résultat l'éloignement de la population noire de l'accès aux richesses, aux positions dans la fonction publique, aux universités. C'est les institutions, c'est les structures sociales qui pérennisent le racisme. Alors la Cour suprême reconnaît le racisme structurel encore existant dans la société brésilienne. Et pour garantir l'égalité matérielle entre les citoyens, par l'intermédiaire de la distribution plus équitative des biens sociaux et la promotion de la reconnaissance de la population afrodescendante. Et après, d'autres arguments. Là, c'est l'arrêt pour le concours pour la fonction publique. Ces types de politiques respectent le principe de concours et de l'efficacité du concours, permet la sélection de ceux qui ont le mérite dans les concours. L'incorporation de l'élément race comme critère de sélection contribue par la concrétisation de l'efficacité de l'administration lorsque peut créer une bureaucratie représentative de divers points de vue et des intérêts de la population entière. Elle légitime l'utilisation, au-delà de l'autodéclaration, des critères subsidiaires de hétéro-identification. Par exemple, l'exigence d'une autodéclaration présentielle devant un jury de concours. Parce que là, c'est une question pratique qu'on a beaucoup discuté ces années. Comment reconnaître quelqu'un comme noir? Au Brésil, ce n'est pas du tout une question génétique. Je sais par ces études de la sociologie du racisme, que par exemple aux États-Unis, la question est plutôt génétique, est plutôt des origines familiales. Et quelqu'un peut même, sans avoir des éléments phénotypiques de la population noire, être considéré noir, ou être victime de discrimination, de préjugés. Au Brésil, ça n'a été jamais une question de génétique. Même parce qu'on le sait, génétiquement, la population brésilienne, tout le monde, presque tout le monde, qui a une famille, disons, portugaise, basée au Brésil depuis plus longtemps, a certainement une partie de sa composante génétique mélangée avec des Noirs et des autochtones du Brésil. C'est presque tout le monde. Ce n'est pas une question génétique à la base. Alors, l'identification visuelle est nécessaire. Mais ça pose des questions. Ça pose des questions, voire des questions préoccupantes. On ne veut pas créer les affreux
tribunaux raciaux, tribunaux pour reconnaître, faire la discrimination par ce type de critères. Il faut avoir la conscience que c'est un mouvement obligatoire si on veut respecter un minimum de bonne foi. Permettre tout simplement la autodéclaration ne pose pas de garantie contre de fraude. C'était l'origine de cette petite histoire, que je vous ai dit de mouvement dans la fac de droit. Et visualiser de photographies parfois n'est pas une bonne solution. J'ai eu par ma propre expérience dans cette commission pour évaluer les fraudes, les étudiants qui ont organisé le dossier de potentielle fraude ont cherché des éléments visuels sur les réseaux sociaux de ces étudiants qui sont mis en enquête. Parfois, on voyait, je voyais devant moi quelqu'un évidemment noir, ou disons pâle. Par la photo de la réseaux sociaux, des réseaux sociaux, non. La personne semblait blanche. Parce qu'il y a implicitement une certaine attitude pour éviter d'être victime de racisme. Et les gens le font exprès ou pas, mais essayent de ne pas sembler noirs dans leurs réseaux sociaux. C'est même triste du point de vue personnel. C'est-à-dire la personne a une certaine difficulté de reconnaître ces éléments, mais je ne dis pas en termes de condamnation morale de la personne. Par contre, je souffre avec elle sa propre souffrance. Alors, ce type de solution, c'est d'inviter la personne à venir devant un jury, c'est nécessaire pour identifier. Et quand même, avec des problèmes. Il y a des situations difficiles à décider. Bon, il y a d'autres types de fraudes aussi. Il y a des gens qui, maintenant, quant à ces types de quotas, essayent de sembler noirs. Et comme le Brésil a bien une population très diversifiée, c'est pas difficile de quelqu'un avec des produits comme cosmétiques faire de certaines manœuvres pour donner l'impression d'être noir. Au moins, la grande question, c'est le pardus. Parce que noir, purement noir, c'est une minorité dans le cas du Brésil. Pour vous donner un autre exemple, l'arrêt sur le quota aux universités, c'est le même type d'argument. Corriger les distorsions résultant d'une application purement formelle du principe d'égalité, permettre à ces individus la supération des inégalités par conséquence des situations historiques le racisme structurel, la justice sociale aujourd'hui, au-delà de simplement redistribuer de richesses créées par les forces de la société, signifie distinguer, reconnaître, incorporer à la société d'une façon ample le valeur culturelle diversifiée. Alors il y a aussi cette perspective. C'est pas seulement bon pour l'individu d'avoir la possibilité d'inclusion. C'est bon pour tout le monde avoir la diversité. C'est bon pour la population blanche
avoir participé ensemble avec la population noire des universités ou des activités comme des fonctions publiques. Pour conclure, en données d'expérience personnelle à l'Université de São Paulo. L'Université de São Paulo est une université très reconnue par la qualité de son activité d'enseignement, de recherche notamment. Est une université, comme je vous ai dit, qui avait une tradition d'une forte sélection à l'entrée, mais est une université ouverte à la société. Elle a fait ses efforts d'inclusion avant le système de quotas. Quelques efforts qui n'ont pas eu de résultats importants. Mais par exemple, des initiatives de chercher des étudiants avant la conclusion de leur lycée et proposer une formation renforcée pour le préparer pour l'examen de l'université. Ou offrir aux étudiants des écoles publiques une petite marge de différence de ponctuation à l'entrée dans cet examen. Mais quand elle a adopté franchement le système de quotas, et on a aujourd'hui, on l'a aujourd'hui depuis 10 ans, on peut voir que les résultats n'ont pas affecté la qualité de l'université. La moyenne générale de ces étudiants n'est presque pas différente de la moyenne des étudiants qui entrent par la sélection normale, traditionnelle. C'est vrai que aux premières années, les étudiants de quota ont plus de difficultés dans quelques cas. Mais jusqu'à la fin de leur parcours, facilement, ils arrivent au même niveau de ses collègues. Dans quelques cas, par exemple, pour l'ingénierie, c'est une spécialité qui exige une formation préalable, notamment pour la mathématique. L'étudiant qui n'a pas une forte formation en mathématiques au lycée souffre à l'université au commencement. Et l'université offre des opportunités de rattrapage pour ces étudiants. Il y a des désistements, oui, bien sûr, il y en a, mais même pour les autres qui entrent par le système traditionnel. Il y a encore de petites mesures de calibration à faire dans les systèmes. Mais je peux vous garantir, mon expérience à la fac de droit, aucune différence. Parce que même dans les quotas, pour entrer à l'Université de São Paulo, la compétition est énorme, elle est très sélective. Ce sont des étudiants qui n'ont pas eu une formation spécifique pour arriver au type de questions qui font partie de l'examen traditionnel de l'université, mais qui ont un potentiel intellectuel qui est comparable de leurs collègues qui entrent par l'examen traditionnel. Ils ont moins d'informations, parfois. Ce que je vois à la fac de droit, par exemple, c'est que les étudiants, aujourd'hui, je vois, la faculté est complètement différente. Visuellement, elle est différente, beaucoup plus diverse. Les étudiants ont des références culturelles différentes. Pendant leur formation à l'école, ils n'ont pas l'accès au même type d'informations que leurs collègues qui sont sortis de meilleurs lycées privés. D'ailleurs, on est en train de discuter, même ici en France, le PISA, avec des résultats que je lis sur les journaux ici.
on le discute aussi dans le contexte français. Si on fait... le journal au Brésil, même de scientistes spécialisés, on fait de simulation. Si on considère au Brésil qu'il y a une très mauvaise classification dans les PISA, si on considère que les étudiants issus de meilleurs lycées privés, ce petit groupe d'étudiants, qui par comparaison à la taille du Brésil, serait l'équivalent à la 3e, 4e place dans les PISA. C'est vrai, si on ferait le même en France ou partout, le résultat, j'imagine, serait pareil. Alors, on ne peut pas attendre que tout le monde arrive à l'université avec le même niveau d'information, de lecture, d'information sur la vie en général, de connaissances générales. Mais ils arrivent avec le même potentiel. Et c'est à l'université d'offrir la possibilité à ces étudiants d'arriver au même niveau d'information et de bagage culturel. Alors c'est un mouvement, je dirais, très, très positif. Mon évaluation personnelle, mais c'est une évaluation générale. Et l'université, une université comme l'université de São Paulo devient une université beaucoup plus riche, beaucoup plus diverse. Mais pour conclure, c'est une vision de principe d'égalité qui a une évidente relation avec la formation historique de la société brésilienne. Je comprends que parler d'égalité en France, dans l'histoire de la France, nous propose d'autres arguments, d'autres raisons pour arriver à d'autres conclusions. Bon, partout, c'est comme ça. Dans mon opinion, c'est une politique, cette politique de discrimination positive au Brésil, qui est parfaitement en harmonie avec ce que détermine la Constitution brésilienne. Bon, je parlais beaucoup plus que je aimerais l'avoir fait, mais je vous remercie de votre attention, de nouveau, je vous remercie de l'invitation. Et naturellement, je suis à disposition pour discuter de ces idées. Merci. Bien, on vous remercie évidemment pour cette conférence tout à fait passionnante. Et donc on peut ouvrir le débat. Je vois plusieurs questions, plusieurs mains qui se lèvent, donc je vais laisser la parole directement. Puis après, moi j'en ai une ou deux aussi que j'aimerais partager. Dans l'ordre, je crois que j'ai Benjamin Moron-Pouèche, je crois qu'il a levé la main en premier, après Eliette Louis-Gavagna, puis après je regarderai un peu la salle, ici. Benjamin, on t'entend. Merci beaucoup. Professeur Malézès, très content de vous voir même en visio sur ce sujet si important. J'avais une question pour vous autour de la question de la preuve que vous avez évoquée à propos du racisme. Est-ce que vous avez connaissance de contentieux qui porteraient aussi sur la preuve du genre? Vous le savez peut-être, en France, on est en train de tendre vers un principe d'autodétermination du genre, et il me semble qu'il y a des tensions assez fortes entre, d'un côté, l'affirmation d'un principe d'autodétermination du genre, et de l'autre, des dispositifs de discrimination positive, d'affirmative action, où il va falloir prouver qu'on appartient à une catégorie. Alors comment, je ne sais pas si cette problématique-là, vous l'avez croisée, vous, sur la question de la race ou sur d'autres catégories, et si oui, ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment elle a été traitée. Merci en tout cas beaucoup pour votre communication très stimulante et qui nous a appris plein de choses sur l'histoire aussi du Brésil. Merci beaucoup, Benjamin.
je vous avoue que je n'ai pas une information précise pour vous répondre, parce que j'imagine qu'on n'est pas encore arrivé au Brésil à discuter la question de la preuve. C'est vrai que c'est fréquent au Brésil la discussion d'autodétermination de genre. Et on accepte sans problème cette idée d'autodétermination. Mais je ne connais pas, je le chercherai, mais probablement cela n'est pas encore arrivé aux tribunaux, des conséquences juridiques qui exigeraient une question de preuve. Parce que pour la race, vous nous avez très bien expliqué qu'il y avait un ancrage historique, le lien avec le continent africain, que tout le monde ne pouvait pas. Donc, le problème peut être évité pour le critère de l'ancrage historique. Mais il reste quand même le critère culturel que vous avez évoqué. Peut-être que là, sur ce critère culturel-là, on pourrait dire qu'il y a une sorte de principe d'autodétermination, que même si on n'a pas été élevé dans cette culture-là, mais qu'on s'y est immergé, peut-être que ça pourrait fonctionner. Donc voilà, mais apparemment ça ne s'est pas encore produit. Oui, merci beaucoup. Oui, certainement une analogie, mais oui, j'essaierai de rechercher moi-même et on reste en contact. Eliette Rubicavagna. Oui, merci beaucoup Fernando pour cette présentation tout à fait passionnante. Notamment effectivement dans cette approche d'égalité qui est radicalement différente de l'approche française. Et j'avoue que nous en avons parlé aussi quand j'étais au Brésil. J'ai vu cette transformation puisque j'ai eu la chance d'y aller il y a 10 ans, où j'ai eu devant moi un public qui était quasi intégralement blanc. Peut-être il y avait un métis, 2 personnes qui venaient d'origine asiatique, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même radicalement différent. Alors, j'aimerais poser 3 questions qui sont de nature un peu différente. En premier lieu, donc, la question de ce contentieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contentieux sur la qualité de noirs ou de métis devant les juridictions. On ne peut pas contester une admission ou un refus par une université sur ce fondement-là. C'est ma première question. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez mis en place des programmes qui permettent d'apporter d'apporter voilà, un supplément culturel, notamment à ces personnes qui sont recrutées sur la base de ces 50% donc, de quotas de discrimination positive. Et ensuite, est-ce que vous avez un retour sur l'insertion de ces étudiants dans le milieu du travail? Parce que là, c'est encore une autre étape, peut-être. Oui. Merci beaucoup, Eliette. C'est un plaisir de te revoir, même si par vidéo. Et pour la première question, s'il y a un contentieux à partir de ces décisions, des éventuelles décisions de ces jurys d'examen, soit les candidats peuvent discuter la décision du jury devant les juges, soit d'autres personnes intéressées peuvent discuter aussi, parce que dans un concours, c'est un contre l'autre. Et ça se passe, ça se passe. Les juridictions acceptent ce type de discussion. Pour les mesures, bon, à l'université, je peux parler plus sûrement de l'Université de São Paulo, on a créé une vice-présidence de l'université pour l'inclusion et la diversité. Et l'université offre soit de type de formation, au-delà de la formation
de chaque diplôme des formations culturelles pour tout le monde d'ailleurs, pas exclusivement pour ces étudiants de quota, mais notamment l'université propose de l'aide financière à ces étudiants. L'université de São Paulo est complètement gratuite. Les universités publiques au Brésil sont complètement gratuites. Pas de frais d'inscription, pas de frais de compte type. Mais ça ne suffit pas pour maintenir ces étudiants à l'université. Parfois, ils doivent quitter l'université pour travailler. Alors l'université offre de bourses de permanence pour ces individus. Bon, et parfois c'est pas suffisant, mais quand même c'est déjà quelque chose. Et pour la troisième question, il y a un effort, disons, de la communauté de l'université de permettre à ces étudiants de trouver des activités rémunérées, soit comme des stagiaires durant leur formation, soit après. Il y a même des mouvements organisés pour, par exemple, je parle dans le cas de la faculté de droit, pour de grands cabinets d'avocats accepter en stage ces étudiants. Il y a des programmes d'inclusion dans de grands cabinets d'avocats ou de départements juridiques des entreprises. Il y a, au-delà de bourses proposées par l'université, il y a un mouvement auprès des anciens étudiants de l'université pour créer un fonds pour financer un corps de bourse. Il y a une grande sensibilité de la société en général pour renforcer ces mouvements d'inclusion. Oui, ça semble un mouvement plus social quasiment qu'un mouvement, j'allais dire, du haut vers le bas. Ça semble plus une conscience. Oui, oui. Merci. Il y a Nicolas, puis peut-être, Nicolas, est-ce que on va d'abord faire parler un tout petit peu la salle? On a une question dans la salle, et puis après on peut te laisser la parole. Dans le mouvement de ce que vous évoquez sur la question financière, je voulais savoir si justement il y avait des politiques publiques qui étaient votées au niveau fédéral pour accompagner ce type de population, ou c'est chaque université en son sein qui peut décider d'accorder un système de bourse, d'aide, ou il y a quelque chose qui est mis en place aussi au niveau national? En termes de ces quotas aux universités, les universités ont leur autonomie pour ce type de décision. Mais le gouvernement national et des gouvernements des États fédérés au Brésil ont des politiques d'aide financière sociale. C'est très important au Brésil. C'est très important au Brésil. Ces types d'aide financière, un type d'aide permanente. Bon, je ne suis pas spécialiste pour faire la critique de ce type de politique. Ce type de politique a toujours un problème qui est ce qu'on appelle au Brésil, j'imagine que ça serait l'image équivalente en France, la porte de sortie. C'est facile d'entrer dans le système, mais il y a des gens qui font un mouvement pour rester dans le système. Je ne dirais pas que c'est tout simplement par confort ou par paresse. C'est même la peur de ce que la personne trouverait comme alternative. À la limite, c'est plus sûr rester dans le système d'aide sociale que de trouver un emploi incertain. C'est toujours le problème.
parce qu'en même temps, ce n'est pas durable faire le pays fonctionner à base d'aide sociale, sans augmenter la participation de la population active à l'économie. Mais pour le moment, c'est nécessaire. Ouais. Et puis après, on verra sur... Merci, monsieur le professeur. Deux petites questions. Par rapport à... Donc là, c'est un remède pour lutter contre un problème structurel. Si on prend justement l'idée de circulation des modèles, on a justement un modèle qui est préexistant aux États-Unis et qui a été un peu transposé tardivement au Brésil. Par rapport à l'évolution jurisprudentielle américaine qui a un peu mis fin à ce modèle de discrimination positive, envisagez-vous la même solution au Brésil? Est-ce qu'à un moment, on va arriver à un moment de rupture où on va considérer que ce n'est plus un remède? Oui. Et selon quels critères, selon vous, cela risque, pourrait arriver même dans une perspective lointaine? Et deuxième question, peut-être plus par curiosité, vous avez parlé donc justement de cet effet bénéfique, coup de pouce, à l'entrée à l'université, à l'entrée dans la fonction publique. Est-ce qu'il y a la même chose, par exemple, pour la sélection en master? La même chose sur les corps A+, de la fonction publique, dans la gestion de la carrière? Ou est-ce que c'est juste au début, mais derrière, bien qu'il aime? Très bonne question. Il y a une compréhension, je dirais, générale de le caractère provisoire de ce type de politique. Même la loi dont je parlais, de quotas aux universités, avait la prévision de l'application de cette politique pendant 10 ans. Elle vient d'être renouvelée. Parce qu'on a compris que ce n'est pas encore suffisant. L'idéal, naturellement, serait que tout le monde en traite ensemble et la distribution, naturellement, inclurait tout le monde. Ce n'est pas encore le cas. Mais nous avons cette perspective de idéalement, éliminer la nécessité de ce type de politique. Je ne vois pas dans l'horizon, comme aux États-Unis, une question de certaines tensions idéologiques autour de la matière. C'est presque une unanimité autour de la matière. Unanimité sauf les silences, comme je dis. À la Cour suprême, c'est unanimité. Au Parlement, c'est unanimité. À la presse, c'est unanimité. Cette nouvelle loi nationale pour les universités a maintenant inclus le master, l'équivalent au master. À l'université de São Paulo, on attend encore parce que on estime que naturellement les étudiants qui sont en train de finir la licence entreront au master sans problème. C'est vrai qu'au Brésil, le master c'est différent, parce que par exemple la licence en droit est une licence en 5 ans. Ça n'existe pas le master comme complément de la formation de base. Le master, ce n'est pas le master, c'est un mestrado, c'est plus proche d'un doctorat. C'est ce qu'on considère recherche après la formation de base. Graduação et pós-graduação. Oui, mais pour la fonction publique, c'est à l'entrée. On attend encore le résultat de ces mouvements pour, disons, les fonctions plus élevées dans le cadre de l'hiérarchie de l'administration. Mais on voit déjà des mouvements, par exemple à la Cour suprême, c'est le choix direct du président de la République, validé par le Sénat. Il y a déjà une préoccupation de choisir avec une certaine diversité. Peut-être Nicolas Gabayet. Oui, merci beaucoup.
Je profite de cette intervention. Il y a de l'écho, non? Bon, je ne sais pas comment faire pour l'éliminer. Pour remercier d'abord Fernando d'avoir accepté l'invitation de faire inviter à l'UJM. Remercier Étienne d'avoir accepté de me remplacer puisque je ne pouvais pas être là aujourd'hui. Et remercier Émilie Ponas pour l'organisation et la facilitation de la conférence. Alors j'avais deux choses à dire. D'abord pour rebondir sur la question qui avait été posée sur la Cour suprême américaine. Je pense que le contexte américain était assez particulier avec désormais cette Cour suprême façonnée par Trump avec 6 juges conservateurs qui prennent des décisions politiques qui engagent, je pense, seulement une partie de la population qui ne reflète pas forcément ce que souhaite l'ensemble de la population américaine. Et sinon, je ne suis pas sûr que ça puisse être transposable au Brésil ou ailleurs. Sinon, ma question portait sur les statistiques ethniques. Je voulais te demander, Fernando, si tu sais s'il est possible au Brésil, parce que tu parlais tout à l'heure de pourcentage de population noire, de tenir, pour les pouvoirs publics, de tenir des statistiques ethniques, parce que si on veut mettre en place, si on voulait par exemple en France mettre en place des politiques de discrimination positive qui s'approcheraient de celle-là, je pense qu'il serait nécessaire comme outil d'avoir des statistiques ethniques pour savoir exactement où sont sous-représentées certaines catégories de la population française, certains groupes ethniques notamment. Et donc, est-ce qu'au Brésil, on peut faire des statistiques ethniques et s'appuyer dessus pour mener ces politiques de discrimination positive? Merci. Merci encore, Nicolas. Et oui, le Brésil, bon, ça fait partie de cette même interprétation de la notion d'égalité au Brésil, de reconnaître à la base les différences. Et les différences par un critère de race, même les différences par un critère de genre. Alors c'est normal, au service public, le citoyen devant le service public, ou l'université, ou n'importe où, on remplir de formulaires où on doit déclarer race, où on doit déclarer genre, ou sexe, ou séparément, où on peut marquer « je ne veux pas déclarer ». Et le service officiel du gouvernement fédéral, qui s'appelle Institut brésilien de géographie et statistique, je suis basé sur les données de cet institut. C'est un établissement public très sérieux au Brésil. Ils font, comment est-ce qu'on dit en français, censo. Il y a quelque chose pareil. Des sondages, des recensements. Recensement, oui. Régulier sur de différentes données sur la population. Ils posent des questions. Race. Ils posent même des questions. Et il y a de tableaux très intéressants comme analyse anthropologique dans ce résultat de cet institut. Il y a un tableau qui indique comment la personne elle-même se décrirait au-delà des alternatives officielles, noir, pardo, branco. Et c'est une variété énorme de qualificatifs, d'adjectifs, même ça semble même de choses, de métaphores, des expressions populaires. Et l'Institut pose des petites questions. Selon votre point de vue, quels seraient les critères pour identifier la race culturelle, apparence physique, etc. Et les gens répondent. On a ce type de statistiques, même sur l'opinion des gens sur les statistiques, sur les critères
Alors, on peut tout demander au Brésil sans peur de provoquer de discrimination, parce que, bon, l'objectif, c'est de permettre de connaître la réalité de la population pour prendre des mesures pour réduire les inégalités. Oui, si on veut être réaliste, il faut pouvoir s'appuyer sur les faits tels qu'ils sont, et la réticence française à adopter des statistiques techniques et un autre fait à cela. Ouais. Alors, juste pour poursuivre un petit peu cette discussion des statistiques ethniques et en France, et de la réticence, je crois même que c'est illégal, hein, que le recensement en France intègre des statistiques ethniques. Mais en fait, il y a une exception à cela. Il y a une exception en France, hein, comme souvent d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, où le recensement en Nouvelle-Calédonie, il intègre des éléments ethniques. Et ce, à chaque recensement. Alors, il y a eu un recensement qui avait été fait, je crois que c'était à l'époque où était à la présidence de la République Jacques Chirac, et qui avait refusé cela, en appliquant les règles françaises. Mais en tout cas, on peut faire des recensements ethniques, et donc il y a une case qui est cochée, donc, à quelle communauté vous sentez-vous appartenir. Donc c'est uniquement déclaratif par rapport à un ressenti, et on peut cocher la case des communautés qui sont là-bas, donc Kanak, Européens, Wallisiens, Futuniens, Asiatiques, parce qu'il y a une forte communauté asiatique, essentiellement indonésienne et vietnamienne, arabe aussi, parce qu'il y a une forte communauté aussi arabe, qui s'explique tout ça par l'histoire, et autres, oui, si on ne veut pas se déclarer. Et ça a du sens. Ça a du sens parce que derrière, moi je ne suis pas un fin connaisseur des politiques de discrimination positive qui peuvent exister en France, mais en Nouvelle-Calédonie et de manière un peu plus générale dans l'outre-mer, ces politiques de discrimination positive sont assez étendues. C'est-à-dire qu'il y a une vraie préférence locale, d'où justement, en Nouvelle-Calédonie en particulier, l'intérêt d'avoir ces statistiques ethniques. Il y a des préférences à l'emploi local, il y a des préférences sur le vote. Il y a en Nouvelle-Calédonie depuis longtemps, enfin c'est les accords de Nouméa du 5 mai 1998 qui ont prévu ce qu'on appelle le programme 400 cadres, qui permettait d'élever à la haute fonction publique, aux emplois, aux hautes qualifications, en particulier des Kanaks. Et donc pour mettre en place ce dispositif, on a besoin de ces statistiques-là. Donc il y a une exception française ici qui existe. Mm-hmm. Oui. Oui. Déjà, je vous remercie pour cette intervention dans notre invitation. Donc, on constate que les lois, justement, qui ont instauré des mécanismes de discrimination positive ont été suivies d'effets favorables, et c'est très bon. Mais j'aurais aimé savoir si cela n'avait pas engendré des mouvements un petit peu contestataires et qui déplorent justement le fait d'être réduit finalement à une apparence ou à une ethnie pour tout un tas d'étapes finalement de la vie. Est-ce qu'au Brésil, vous avez justement constaté des mouvements un petit peu de la part de cette population contestataire vis-à-vis de finalement ces lois qui instaurent des discriminations positives dans ce sens-là? Oui, une très bonne question, et c'est pas une réaction si ouverte. Il y a là je parle sans critères scientifiques, je parle un peu par mon expérience personnelle. Il y a des situations où les gens disent, bon, ça va provoquer une chute de la qualité de l'université, ou c'est un privilège, ou il faut d'abord résoudre le problème de la qualité de l'enseignement public. Ce type de mesure va faciliter au gouvernement de rester dans l'inertie envers la qualité d'enseignement public, parce que, à la limite, c'est une possibilité d'une ascension rapide. Il y a ce type d'argument. Mais il n'y a pas une contestation sur la légalité, la constitutionnalité de ces options. Il y a évidemment une contestation au niveau individuel de gens qui se sont affectés
par ce type de décision. Je ne vois pas, en termes d'une mobilisation sociale, de mouvements relevants contre ce type d'initiative. Moi-même, par exemple, je suis favorable, et en même temps, je vois que sans améliorer la qualité de l'enseignement public, il n'y a pas de solution possible pour le futur du Brésil. Les quotas ne font pas une solution pour ces problèmes. Les quotas sont une solution à l'immédiat pour réduire une question sociale, c'est-à-dire envisager l'intégration sociale. C'est juste du point de vue historique et c'est bon du point de vue de cohésion sociale. Mais ce n'est pas une solution pour le problème des bases du Brésil. À long terme, probablement, les familles de ces gens bénéficiés par des quotas reproduiront pour leurs descendants des possibilités plus favorables point de vue social. Mais quand même, ceux qui arrivent à l'université au Brésil, c'est une fraction ridiculement petite de la population. Alors, de quotas aux universités, ce n'est pas une solution pour le problème de la société en général. Ceux qui arrivent à penser à faire un concours pour la fonction publique, c'est aussi une partie très réduite de la population. Faire ce genre entrer à la fonction publique n'est pas une solution pour la société. On parle ici d'une question très importante, mais qui n'est pas la question du développement économique et de l'inclusion économique en général du Brésil. C'est le problème de ce racisme structurel. C'est le problème qui porte une réponse à cette triste histoire d'esclavage au Brésil. En lien avec la remarque précédente, moi j'avais une question de savoir est-ce qu'on peut imposer à quelqu'un de sa propre condition. Dire, par exemple, il y a un quota, 35% pour réserver pour les Noirs. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, vous êtes pris à l'université parce que vous êtes Noir? Pas au-delà de ses mérites. En fait, je fais le lien. Oui. C'est ce qu'est la pensée. Je fais le lien parce que il y a beaucoup de minorités dans l'Union européenne, par exemple, qui sont reconnues. Bon, il y a les exemples de la France avec ses outre-mer. Il y a la Grèce, par exemple, avec certaines minorités musulmanes. Et la Cour européenne des droits de l'homme a rendu un arrêt Mola Sali, je crois, de 2017 ou 2018, je crois, qui parlait justement de ces minorités. Et est-ce qu'on peut imposer à quelqu'un son appartenance à une minorité, donc lui imposer les règles qui sont en vigueur sur cette minorité-là? Et là, on avait dans cet arrêt Mola Sali une personne qui, justement, voulait échapper à sa condition de minorité, enfin, qui ne la rejetait pas en soi, mais qui n'en voulait pas les conséquences. Et la Cour européenne des droits de l'homme a répondu qu'il y avait un droit de libre identification qui était positif, invoquer sa minorité, et en bénéficier, en jouer des conséquences, mais aussi refuser d'être traité comme appartenant à cette minorité. Est-ce qu'il y a cette discussion-là? Oui, oui, très, très bonne question, oui, parfaitement. Et ces lois dont je parlais garantissent aux personnes potentiellement bénéficiaires de quotas de choisir de faire le parcours hors quota. Et il y a encore une option intermédiaire. Ils peuvent faire les deux parcours. Ah oui. Il faut shopping. Et il peut... On voit une liste de classification. Si la personne noire est, indépendamment de quota, classifiée dans une position suffisante pour entrer sans quota, elle occupe la place hors quota.
et ça rend une autre place libre dans le système de quotas. Mais elle peut même refuser le système de quotas, en prenant le risque de rester en dehors, mais par ses propres convictions personnelles. Bon, je ne peux pas parler suffisamment de la question de la population autochtone. Je dirais, ce n'est pas manque d'intérêt de ma part pour la population autochtone. C'est la même idée. Mais je dirais, du point de vue de quantité, c'est complètement différent. Et du point de vue de racisme, c'est complètement différent. La population autochtone, toujours où il y a des différences, il peut y avoir des gens qui, malheureusement, discriminent négativement. C'est universel, malheureusement, c'est la nature humaine. Minoritaire, j'espère. Mais le racisme au Brésil, même ce racisme un peu déguisé, qui fortement apparaît comme un racisme structurel, pas si évident au niveau individuel, mais je dirais, le Brésil n'a pas un racisme. Bon, quelques individus du mouvement antiraciste probablement me corrigeraient et diraient non, il y a un racisme individuel fort. Je n'ai pas des éléments statistiques pour vous dire. Je sais qu'il y a un racisme individuel fort aussi, mais c'est difficile de mesurer en termes de politique publique. Le racisme est puni comme crime. Et même les injures, on dit, le crime verbal, disons, c'est puni plus gravement comme crime de racisme. Et ça existe au Brésil. Et avec la prévision de ce type de crime, la pratique du crime a baissé. Tout cela indique qu'il y a un fort racisme au plan individuel. Mais ces politiques combattent le racisme structurel. Par contre, le racisme au niveau individuel contre les autochtones est beaucoup moins évident, est beaucoup moins présent. C'est un autre élément qui a une relation avec l'histoire du Brésil aussi. Bon, mais ce sont des questions pour une autre occasion. Peut-être parce que les populations autochtones, il n'y a peut-être pas eu un aussi fort métissage, c'est une supposition, qu'avec la population issue de l'esclavage. Vous avez dit pas une... Peut-être qu'il y a moins de métissage. Non, il n'y a pas de métissage de la population autochtone. À l'inverse, avec le portugais au début, il avait un métissage très facile avec la population autochtone. D'accord. Peut-être la raison, c'est l'inverse. Alors, je ne veux pas vous passer une impression, disons, naïf d'un manque du racisme au plan individuel au Brésil. Ça existe, mais beaucoup moins marqué que les expériences des États-Unis ou de l'Afrique du Sud. Quand on adopte ce type de politique d'inclusion, c'est aussi un très important outil de combattre ce racisme caché dans la société. Parce que parfois, les gens de certains milieux plus aisés économiquement, presque n'ont pas l'opportunité de ce partage quotidien avec la population noire. Et maintenant, ça peut provoquer soit l'émergence des réactions individuelles, soit, j'espère,
l'élimination pour les nouvelles générations de résistance de ce racisme caché dans la société. C'est un autre élément très important, positif de ce type de politique. Très bien. Je vous propose de terminer sur cette note positive. Voilà. On est l'heure et donc on peut remercier une nouvelle fois le professeur Théodore Rodez d'avoir bien voulu donc nous instruire sur la situation brésilienne. Voilà. Et puis on fait le bon retour. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.